Attaquons le 5e chapitre dédié aux fonctions. Dans cette première partie, nous allons voir comment on crée des fonctions et des procédures. Alors dans la pratique, quand on code, on ne fait pas une fonction main avec tout dedans. Donc le code, l'entièreté du code ne se trouve pas dans la fonction main. L'idée, c'est qu'on va séparer le code en différentes fonctions. Donc prenons un exemple. Là, j'ai un code où il n'y a pas de fonction. Tout le code est dans le main, comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et imaginons que dans ce code, il y a à plusieurs moments, je dois faire appel à une recherche dichotomique, par exemple, comme on l'a codé dans les TP précédents. Bon voilà, ok, je peux faire un copier-coller comme ça de ce que j'ai écrit ici, je le copie et je le colle là, ça va vite, mais c'est quand même dégueulasse. Et donc l'idée, c'est de travailler plutôt comme ça. C'est que je vais créer une fonction ici, dans laquelle il y a le code de la recherche dichotomique, et dans mon main, quand j'ai besoin d'appeler la recherche dichotomique, en une ligne, je renvoie vers ma fonction. Comme ça, s'il y a plusieurs endroits j'ai besoin de l'appeler, en une ligne, à chaque fois je l'appelle. Et si, imaginons que j'ai codé une couille dans ma fonction dichotomique, j'ai qu'un seul endroit où le corriger. Donc c'est quand même vachement plus propre. En plus, ça évite d'avoir un main super relou avec plein de lignes de code, de if, de for, de book, tout ça imbriqué. Ça permet de purifier un petit peu le main. Et donc l'utilité principale, on a une meilleure organisation du code. Et on évite, alors pour les feignants c'est pas mal, on évite d'écrire aussi plusieurs fois le même machin. Donc on a un code mieux organisé, on évite d'écrire 2 fois la même chose, ce qui rend du coup le code plus facile à corriger en cas de bug, plus facile à faire évoluer parce qu'on s'y retrouve mieux, et également réutiliser dans le genre, imaginons que vous pouvez créer un autre soft qui a besoin également d'une recherche dichotomique, vous venez ici, vous copiez votre fonction, paf, vous la collez dans votre nouveau soft. On peut même mettre des fichiers séparés pour les fonctions, mais ça c'est pas le sujet. Donc voilà l'idée, faire un travail de meilleure qualité, ça passe par les fonctions. D'un point de vue syntaxe, qu'est-ce que ça donne? Le principe est là, donc là c'est le nom que je donne à ma fonction. Ma fonction est censée calculer des trucs et renvoyer une valeur. Et donc on doit dire quel est le format de la valeur renvoyée, donc quel est le type. C'est ici qu'on écrira int ou float ou double par exemple. D'ailleurs elle va faire des calculs, elle va faire des trucs. Et en fin de fonction, j'ai return une variable ou une valeur, qui sera donc du même type que type de retour. Ensuite j'ai une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée ici. Et entre, soit j'ai rien, donc je peux ne rien avoir, soit 1 à plusieurs attributs. Donc j'ai de 0 à n attributs ou paramètres. Et donc c'est quoi? Ce sont des variables en fait. Ce sont des variables qu'on va fournir en entrée à la fonction. Donc, par exemple ici la variable x qui serait un entier. Et la variable y qui serait, je sais pas moi, un char, et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on va fournir en input. Et là c'est l'output de la fonction. Et on n'oublie pas de faire un return, de renvoyer la valeur que la fonction calcule. D'un point de vue exemple concret, en voilà un. Donc ici, j'ai une fonction qui va convertir, l'idée c'est de faire cm2 inch, et pour centimètre to inch, c'est de faire une fonction qui va convertir des centimètres en pouces. Donc je récupère ici une variable cm de type float, ça va être pour les centimètres. Dans ma fonction, je crée une variable inch qui va être égale à ce que j'ai reçu là en haut, que je vais diviser par 2,54, qui va donc me faire la conversion de centimètres en pouces, et je vais renvoyer ce qui a été calculé dans la variable inch, qui est bien au format float. Donc ça c'est ma fonction, et pour l'utiliser on voit un exemple dans le main. Donc le main il fait des trucs, et à un moment donné je veux convertir 42 cm en pouces. J'appelle cm2 inch, je mets 42 entre parenthèses, et le résultat de la fonction sera stocké dans ma variable x. Un peu plus loin, je vais faire pareil avec 23,5 cm. Hop, j'appelle ma fonction, le résultat sera stocké dans y. Voilà, ça m'évite de devoir mettre ça partout à plein de fois dans le main. Alors ici c'est un exemple avec une fonction toute petite, mais des fois on a des fonctions bien plus grosses que ça. Imaginez la recherche dichotomique par exemple, c'était quand même plus que 2 lignes de code. Il y a 2 façons de déclarer la fonction. Donc là c'est l'exemple qu'on vient de voir. Alors
c'est comme pour les variables. Ici, dans le main, je veux utiliser la fonction cm2inch. Pour qu'il puisse l'utiliser, arrivé à cette ligne-ci, il doit savoir qu'elle existe. Ça veut dire que la fonction doit être déclarée avant dans le fichier. C'est l'exemple qu'on a là. Donc on déclare ça avant le main. Maintenant, on peut faire autrement. On peut faire comme ça. Donc la fonction est, tout le code est mis après le main, mais pour pouvoir utiliser cette fonction dans le main, il doit la connaître. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on copie la première ligne de la fonction, ce qu'on appelle le prototype, et on met un petit point virgule. Voilà, comme ça, il sait que ça existe et que ça reçoit un paramètre et que ça renvoie un float. Comment ça fonctionne, il s'en balèque, mais au moins la syntaxe, ça compile. Et comment ça fonctionne, bah, c'est pendant, à un moment donné, bah, quand il y aura ça, il ira voir comment ça fonctionne à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de mettre la ligne avant, c'est pour qu'il sache un petit peu comment la syntaxe fonctionne pour appeler la fonction. Et donc, ça évite aussi cette façon de faire. Des fois, on a des fonctions qui s'appellent des fonctions qui appellent d'autres fonctions qui appellent d'autres fonctions. Et l'ordre de déclaration, bah, ça devient le bordel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les déclare toutes ici au-dessus. Et alors, le contenu des fonctions, on le met en bas. Comme ça, si les fonctions s'appellent mutuellement, l'ordre dans lequel on les a écrits n'a pas d'importance. Tandis qu'avec la situation à gauche, l'ordre a de l'importance. Et donc, je rappelle que ceci s'appelle un prototype de fonction. Quand on met que la ligne avec un petit point virgule, donc faites gaffe, quand c'est un prototype, il y a un point virgule, et quand c'est la fonction complète, vous voyez ici, il n'y a pas de point virgule, là non plus. Donc, vous ne trompez pas. En programmation, quand on parle de fonction, généralement, ben, on parle également de procédure, donc dans les deux cas, ce sont des sous-programmes. On fait la distinction entre les deux. Une procédure, c'est comme une fonction, mais qui ne renvoie pas de résultat. Voilà. Alors, pourquoi on ferait un sous-programme qui renvoie rien, qui ferait du calcul qui renvoie rien? Bah, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui fait juste un affichage à l'écran. Donc il ne renvoie pas un résultat, mais l'affichage est mis comme ça, pas dans le mail, il est mis à l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est une procédure. Alors il y a des langages de programmation qui font une distinction de syntaxe entre une fonction et une procédure. En C, C++, il n'y a pas de différence, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de procédure, tout est fonction. Et donc, si on veut créer une procédure en C, ben, c'est simplement une fonction où le type du résultat renvoyé, ben, c'est pas int float ou quoi que ce soit, c'est void. Voilà, on avait vu il y a longtemps que dans les types de données, il y avait void, que ça ne servait à rien de faire une variable de type void parce que c'est un format de rien. Ben, ça sert uniquement pour ça sert pour le retour de fonction quand on veut faire des procédures. Donc voilà l'exemple, ben, je mets void ici. Dans ce cas-ci, ben, ma fonction devient une procédure, car je n'ai plus besoin de return, elle ne renvoie rien. Elle fait des trucs, mais elle ne renvoie rien. Alors, on peut mettre un return, hein, on peut ne pas en mettre ou en mettre un, mais alors c'est un return qui ne renvoie rien. On l'écrit alors dans ce cas-là, return, point virgule. Maintenant que nous avons vu les fonctions, abordons le sujet de la portée des variables. Alors voyons le code ici. Commençons avec le main. On va faire comme s'il n'y avait pas de fonction. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on décortique un code. On commence par le main. Et puis, on verra si on a besoin de comprendre ce qu'il y a dans les fonctions. On verra. Donc, ici, dans le main, on a une variable x qui vaut 17. Puis, on appelle une fonction. C'est m2inch. Donc, on se doute que ça va convertir des centimètres en pouces. Et on va stocker le résultat en y. Et puis, on va afficher y. On va dire 17 cm égale y pouces. Alors la fonction est là, c'est m2inch, ok, ça renvoie un float, tout ça. Voilà, donc ici c'était le prototype. Mais allons voir plus bas qu'est-ce qu'elle fout cette fonction. Donc elle prend x, elle le divise par 2,54 qui fait la conversion en inch, elle renvoie inch. Et vous remarquez que le x, il est souligné en rouge. C'est parce que, en fait, il ne connaît pas x. On est hors de portée. Donc ici, on a déclaré x. X est au-dessus dans le fichier. Donc on pourrait s'attendre à ce que x soit connu ici. Mais en fait, non. La portée de x démarre à son point de déclaration et se termine en fin de bloc d'instruction. Et donc quand la fonction main se termine, donc ici on crée x dans le main, et donc quand la fonction main se termine, x n'existe pas, n'existe plus.
Donc il n'existe pas dans la fonction cm2inch, il ne sait pas c'est quoi x. C'est pour ça qu'on a besoin d'envoyer des valeurs ici, entre parenthèses, à la fonction, puisque là, x est une variable locale à la fonction main, et donc la fonction cm2inch ne la connaît pas. Et donc la correction du code, c'est ça. J'envoie à ma fonction un float. Et donc si je reprends le main, bah, j'ai mon x qui vaut 17, et cette fois-ci j'envoie la variable x. Et donc la variable a dans ma fonction va copier la valeur de x, donc va valoir 17, va faire le calcul, et va bien renvoyer la réponse du calcul qui va être stockée dans y. Alors le code vient de passer à gauche, ce qui change c'est juste le nom du paramètre. Ici au lieu de s'appeler a, je l'ai appelé x. Et donc le x du main qui est créé ici, sa portée, on l'a vu, s'arrête là, et il n'est pas connu dans la fonction. Dans la fonction, il y a un autre x, donc le paramètre, si je l'ai appelé x, ça n'a rien à voir, il n'est absolument pas lié au x du main, il porte le même nom, c'est tout, mais il n'y a aucun lien, car lui, sa portée s'arrête également en fin de fonction. Donc j'ai un x local au main ici, et j'ai un x local à ma fonction cm2inch ici. Donc je peux donner le même nom à des trucs différents à partir du moment où ils ont des portées différentes. Alors, tant qu'on est sur le sujet des portées, prenons un petit code, voilà, un main avec une variable qui est créée, une boucle, etc. Donc ma variable x qui est créée ici dans le main, sa portée, on connaît, s'arrête en fin de main. Mais ce qui est intéressant, c'est la boucle. Donc la variable, le compteur de la boucle qui est créé ici dans le for, la même chose, il ne s'arrête pas en fin de main, mais il s'arrête en fin de for. Donc le i n'existe que dans la boucle for. Il est local à la boucle for. Donc arrivé ici, i n'existe plus. Et autre cas de figure, c'est avec les switches. Bah, si je crée une variable ici dans un case, la portée de la variable s'arrête au case. Donc le y n'existe plus dans case 2 ou en dehors du switch. Il faut bien comprendre que le mécanisme d'envoi de valeur aux fonctions, donc comme on fait là pour le moment, ça s'appelle un passage par copie. Donc prenons un exemple. J'ai mon code main, donc de nouveau on commence par décortiquer le code avec le main. Donc j'ai une variable x qui vaut 0, je l'affiche à l'écran, bah, il affichera 0. Puis j'appelle la fonction modifiée. Alors j'ai dit fonction, mais regarde, on voit que c'est une procédure parce qu'elle ne renvoie rien, auquel j'envoie x. Que fait cette procédure? Bah, regardons, il reçoit x, il l'incrémente. Et puis on sort. Donc ensuite, on a fait ça, on a incrémenté x, on revient dans le main, et je réaffiche x. Et donc, si j'affiche ça, on pourrait se dire que ça affiche 0,1. Non, ça affiche 0,0. Pourquoi? C'est un passage par copie. Je vous rappelle que la portée de ce x-ci, ça va de là à là, et la portée du x ici, ça va de là à là. Donc, quand j'appelle ma fonction modifiée, je n'envoie pas ma variable x, j'envoie la valeur de la variable x. Donc, le premier 0, j'affiche le x du main. Ensuite, quand j'appelle la fonction, j'ai un x qui est créé à cet endroit-ci, qui va prendre la valeur 0. 0 passe à 1, mais quand je reviens dans le main, je n'ai pas touché à mon x du main. C'est une copie. Là, j'ai travaillé avec une copie. Donc mon x du main, je ne l'ai pas modifié, il vaut toujours 0. Donc il ne faut pas se tromper. Hein. Quand on envoie des variables aux fonctions comme ça, on ne les modifie pas, on copie leur valeur. C'est pour ça que ça s'appelle un passage par copie. Il y a une exception à ça, c'est qu'on travaille avec des tableaux, mais pas les arrays ni les vecteurs, les tableaux du C. Donc, reprenons le code du main ici, commençons par le main. Donc j'ai une constante qui vaut 4. J'ai un tableau d'entier de, du coup, 4 cases. J'initialise mes cases à 10, 20, 30, 40. Et puis, c'est quasi le même code que précédemment. J'envoie mon tableau et je lui dis combien de cases il y a dedans. Donc voyons voir, maintenant on va aller voir dans la fonction ce qui se passe. Il reçoit un tableau et on lui dit combien de cases il y a dans le tableau. Donc il va boucler sur ces n cases et il va ajouter 1 sur chacune des cases. Quand je reviens maintenant ensuite dans le main, je vais afficher chaque case du tableau. Et puis j'ai quitté mon main. Et dans ce cas-ci, on voit bien qu'il a ajouté 1 à chacune des valeurs du tableau.
Donc il y a une exception du passage par copie, ce sont les tableaux du C. Quand j'utilise un tableau que j'envoie à une fonction, là il va vraiment modifier les valeurs. Il ne va pas le copier. Dans tous les autres cas, il ne modifie pas. Donc dès qu'on travaille avec des variables ou des arrays ou des vecteurs, c'est une copie. Si c'est un tableau du C, c'est pas une copie. Avec les arrays et les vecteurs, je rappelle que ça se comporte comme pour les variables. Là, c'est également une copie. Preuve. Donc j'ai une constante qui vaut 4, que je vais utiliser pour déclarer un array de 4 cases, que j'appelle tab. J'initialise mes cases à 10, 20, 30, 40. J'appelle ma fonction. Je lui envoie mon array. Vous voyez que la syntaxe est assez dégueulasse. Je suis obligé de lui donner sa taille, s'il ne compile pas. Et je vais boucler donc sur mon array et ajouter plus 1 à chaque case. Quand je reviens maintenant dans le main, j'affiche le contenu de mon array du main. Et papapam, on voit que les cases n'ont pas été modifiées. Il a bien fait une copie complète du tableau, travaillé sur la copie complète, et donc il n'a pas modifié tab qui se trouve dans le main. Donc c'est comme pour une variable. Pareil avec les vecteurs, donc le code est le même, c'est juste ici j'ai mis vecteur à la place d'array, et là pareil. Donc l'avantage du vecteur, c'est que vous voyez que dans l'appel à la fonction, je ne dois pas lui donner sa taille. C'est quand même vachement plus pratique. Donc, et du coup, la taille, je ne dois pas lui donner, il sait la dédier, il sait le trouver par lui-même. Ce qui n'était pas le cas avec les arrays. Dans la pratique, les arrays comme ça du C++, personnellement, moi je n'utilise jamais. Je travaille toujours avec des vecteurs, même si je connais la taille à l'avance. Alors ça a un petit coup sur les perfs, mais qui est vraiment dérisoire. D'un point de vue facilité de code, c'est quand même le top, quoi. Voilà, et donc dans les deux cas, de toute façon, le résultat est le même. Donc si je passe un vecteur ou un array à une fonction, c'est une copie qui se passe. Et donc le seul cas de figure où c'est pas une copie, c'est quand c'est les tableaux du C. Terminons cette partie par juste une notion, c'est ce qu'on appelle la surcharge de fonction. Et donc la surcharge de fonction, c'est de créer plusieurs fonctions dans le code, mais qui ont toutes le même nom. Parce que les fonctions, normalement, doivent avoir un nom différent pour qu'on puisse les identifier laquelle est laquelle. Mais il est possible de mettre des fonctions avec un même nom. C'est spécifique au C++, hein, ça ne marche pas en C. Il y a des langages avec lesquels ça ne marche pas. Donc tous les langages ne permettent pas ça. Par contre, donner le même nom à plusieurs fonctions, il y a quand même une contrainte pour que le compilateur s'y retrouve. Les signatures de ces différentes fonctions qui ont le même nom doivent être différentes. Alors, qu'est-ce qu'une signature de fonction? C'est le nom de la fonction. Bon, si ils ont le même nom, c'est déjà mal barre, mais bon, voilà, ça fait partie de la signature. Et ensuite, c'est le nombre de paramètres qu'on envoie en input, ainsi que leur type. Prenons un exemple. Je vais créer une fonction que j'appelle superfonction, voilà, qui reçoit deux paramètres, x et c, ou deux attributs, voilà, qui sont deux entiers. Et moi, je peux créer une autre fonction qui a le même nom, ici, il n'y a pas de problème, parce que celle-ci n'a qu'un seul paramètre, donc c'est bon, la signature est différente. Je peux créer encore une autre fonction, là j'ai même pas de paramètres, la signature est différente. Et je peux créer encore une autre fonction ici, vous voyez, c'est le même nombre de paramètres que la première, toutes les deux elles ont deux paramètres, mais elles sont différentes parce qu'ici ce sont des strings, tandis que sur la première c'est des int. Donc la signature est également différente. Ces quatre fonctions ont une signature différente, elles peuvent coexister au sein d'un même code, il n'y a pas de problème. En fonction de ce que je vais envoyer à la fonction, le compilateur saura laquelle des quatre j'appelle. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans l'exemple ici à droite, là par contre, ça ne va pas. Donc je crée la même fonction, hein, avec x et c qui sont des int. Je crée une seconde fonction et je change le nom des attributs. Mais lui, le compilateur, il s'en balèque du nom des attributs, donc il voit ça, pour lui c'est la même signature de fonction, il ne voudra pas compiler. Donc celle-là, ça ne va pas. Exemple, je crée une autre fonction, avec aussi deux attributs, le nom est changé, ce que je change ici c'est le type de retour. Et le type de retour, vous voyez que ça ne fait pas partie de la signature, ce n'est pas listé ici. Donc pour lui cette fonction-ci a la même signature que les deux précédentes, il ne voudra pas compiler. Voilà, alors à quoi ça sert la surcharge de fonction? Des fois, imaginons vous avez une fonction affichage, et en fonction de ce que vous lui envoyez, des fois vous lui affichez, je sais pas moi, un tableau, des fois vous lui affichez un vecteur, et des choses comme ça. Et donc ça doit être des fonctions différentes, parce qu'une fonction qui reçoit un tableau, c'est pas une fonction qui reçoit un vecteur. Mais
elles font la même chose finalement, elles bouclent sur ce truc-là, elles l'affichent, et du coup dans le main, c'est plus propre de donner le même nom à ces fonctions-là, affichage, plutôt que d'appeler une fonction affichage vecteur ou affichage tableau. Enfin voilà, c'est une question de style de programmation, sachez que c'est possible. Voilà, ceci termine cette vidéo.